bien écoutez, tout simplement, je crois que c'est quand même une histoire très connue, le départ de cette histoire-là. C'est le Reader Digest américain, cette revue, qui a demandé à des auteurs, pas uniquement français, je crois qu'ils avaient quand même un panel assez large d'auteurs mondiaux, à qui ils avaient demandé de raconter l'aventure d'un personnage extraordinaire qu'ils avaient rencontré. Ce que, alors ils ont demandé à mon père, qui a été emballé. Mon père adorait les histoires de commande. Il adorait ça parce que dans son travail, lui, il n'avait aucune contrainte. L'histoire d'un homme extraordinaire, tout de suite, son imagination s'est emballée. Et il s'est souvenu d'une toute petite phrase qu'il avait écrite dans un roman autobiographique de sa jeunesse. Il raconte que son père allait se promener dans les collines avec un de ses amis. Et comme c'était des vieux messieurs qui se promenaient avec une canne, à bout ferré pour ne pas glisser, ces messieurs, tout en discutant, de temps en temps, piquaient la terre avec leur canne et ils avaient emporté des glands dans leur poche ou d'autres graines et ils plantaient des graines comme ça en s'amusant, mais sans penser à quoi que ce soit, si ça poussait ou ça ne devait pas pousser. Or, il s'est souvenu de ce petit épisode, puisque papa le raconte, mais en plus de ça, il se souvenait très bien de ces balades qu'il avait dû faire aussi avec son père. Donc, il a pris ce personnage paternel, il l'a transformé en Elzéar Bouffier, un personnage fictif, et il lui a fait planter des forêts. Il est remonté tout content dans son bureau pour écrire cette histoire-là, qu'il a écrite peut-être en 24 heures, 48 heures, tout au plus. C'est très court. Ça n'est pas un roman, c'est une toute petite nouvelle, mais qu'il a emballé. Parce qu'il a fait passer dans cette histoire-là un message qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire la protection de la nature. Ça, de tout temps, il a été, on peut dire, le premier écologiste, et surtout le premier écologiste non politique. Et il avait même dit que ce texte-là, tout le monde pouvait avoir accès à ce texte parce que c'était universel et qu'il était sans droit. C'est pour ça qu'il avait une influence aussi grande. Voilà. Or, après, ça a été édité par un éditeur, Gallimard, et c'est rentré dans un contrat général. Donc, cette clause-là a disparu malheureusement. Et cette histoire est devenue vraiment universelle. Elle est traduite dans toutes les langues du monde entier et même les dialectes, dans des tas de dialectes dans des tas de pays. Et c'est une histoire fabuleuse. Il y a des forêts, pas Jean Giono, mais plutôt Elzéar Bouffier, des forêts qui portent un nom d'un personnage inventé. Voilà, au Canada, il y en a une au Japon aussi, énorme, puisque elle est plantée de 2 500 000 arbres. Et donc cette histoire-là continue à faire son petit chemin et j'espère qu'elle le fera encore longtemps. Mais par contre, au moment où il a donné cette histoire-là, envoyé son histoire au Reader Digest, le Reader Digest a envoyé, ce que mon père ne savait pas, un inspecteur qui est venu voir si ce personnage existait réellement. Or, mon père, dans sa petite histoire-là, avait indiqué des dates, des lieux où on pouvait retrouver le personnage, et à la fin de l'histoire, il le faisait mourir à l'hospice de Banon. Donc, cet inspecteur est allé directement à l'office de Banon, à la recherche d'Elzéar Bouffier, qui, bien entendu, était totalement inconnu. Il est allé au cimetière voir s'il y avait une pierre tombale. Pas de pierre tombale non plus. Donc, il a fait son petit rapport au Reader Digest en disant, écoutez, je n'ai trouvé nulle part l'existence de ce personnage qui, à mon avis, n'est pas réel. Ah, catastrophe! Là-dessus, une lettre assez dure de la part de Reader Digest, envoyée à mon père avec le texte en retour, texte refusé, puisque ce magazine très distingué ne diffusait que des histoires absolument réelles, de personnages réels. Alors mon père était très étonné et il leur envoyait une petite lettre en disant, écoutez, je ne comprends pas que vous demandiez à un romancier de vous décrire un personnage extraordinaire qu'il ait pu rencontrer. Un romancier ne peut le trouver que dans son imaginaire, dans son imagination. Un personnage réel, pour lui, est sans consistance, ça ne l'intéresse pas. Donc,
vous êtes trompé, il aurait fallu demander ça à des journalistes, mais pas à un romancier. Et il a gardé son texte. Mais ce texte-là a continué son petit chemin, et un jour, mon père a reçu une autre lettre d'un éditeur allemand qui écrivait dans une anthologie justement de personnages extraordinaires. Il demandait à mon père l'autorisation de prendre ce texte, de le traduire en allemand, pour faire partie donc de ce relevé de personnages réels, cette fois-ci. Et si possible, disait-il à mon père, si vous pouviez envoyer une photographie de ce personnage, si vous en avez une, ça serait extraordinaire qu'on puisse l'imprimer. Vous pensez si mon père s'est amusé. Il est tombé sur des photographies que des héritiers mettent en vente à une succession un peu douloureuse où les gens ne s'intéressent pas aux personnages qu'ils l'ont peu ou pas connus. Et il a trouvé la photographie d'un personnage qui était venu certainement chez un photographe faire la photographie pour l'envoyer à ses parents. C'était un beau vieillard, un peu sec, grand, habillé du dimanche, qui était assis et sur un fond de verdure, vous savez, comme il y avait chez les photographes avant. Et mon père a pris la photographie, l'a achetée, et de sa main derrière, il a écrit « Photographie d'Elzéar Bouffier », tout simplement. Et il l'a envoyé à l'éditeur allemand. Ce qui fait que dans une anthologie, comme disait ma sœur, une anthologie allemande, il y a ce personnage inventé avec une photographie finalement d'un personnage qui nous est totalement inconnu et maintenant qui s'appelle Elzéar Bouffier, je crois, pour l'éternité. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu, c'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. Au moment de la rédaction, je vais vous dire, pour nous, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose parce que nous avions l'habitude d'écouter les romans de mon père en feuilleton. Et mon père nous faisait la lecture de son texte à haute voix, c'est-à-dire que tous les romans de mon père, que j'ai connus une fois que j'ai été consciente, bien sûr, de ce que c'était, eh bien, je les ai lus en feuilleton. Quand le livre arrivait édité, il ne nous intéressait plus, parce qu'on le connaissait. Alors on avait une curiosité d'esthète, c'est-à-dire qu'on regardait la couverture, on sentait l'odeur du papier et de l'encre, on le feuilletait, on lisait quelques phrases, mais on le reposait, parce qu'on en était déjà au suivant depuis fort longtemps. On était déjà à la moitié, on s'intéressait aux autres personnages qui suivaient. Or, au moment de la rédaction, c'était tout simplement un texte de commande, donc ce n'était pas le premier qu'il faisait. Sur ce thème-là, oui, mais on a eu sur les anges, on avait sur des peintres. Donc c'était une petite histoire, une historiette pour nous. On lui a dit, papa, c'est très bien, oh, ben, parfait, mais sans plus. Hein, ça ne nous touchait pas plus. On connaissait notre père, on allait se promener avec lui. Il nous décrivait la nature, il connaissait le nom des fleurs, on ramassait, mais on était très perceptible à toute cette nature. Il nous disait d'ailleurs, pour se sentir heureux et en équilibre soi-même dans son corps, c'est qu'il faut être en équilibre soi-même avec son entourage, avec la nature, avec la terre sur laquelle on marche. Voilà. Donc ça nous paraissait, il avait dit quelque chose qu'on connaissait déjà. Ça n'était pas exceptionnel pour nous. Ce qui était exceptionnel, c'est que des gens puissent penser différemment. Je crois que ce qu'il a lancé vraiment, c'est le petit film d'animation de Frédéric Bach, qui est un Alsacien, naturalisé canadien, voilà, qui a fait ce texte-là. Je ne sais pas comment il l'avait trouvé, et c'était avant qu'il soit paru
chez Gallimard. Et il a commencé à s'y intéresser, à faire des dessins qu'il est venu nous soumettre à ma sœur Aline et à moi, et des dessins qui nous ont paru absolument superbes. Et il s'est mis à travailler, il a passé un accord avec le Radio-Canada, parce que c'est Radio-Canada qui lui a commandé après. Et voilà comment ce texte-là est né. Et pour vous dire la réception de ce film, il a été présenté au Festival de Cannes. Il n'a pas eu du tout un prix à Cannes, du tout. Il a eu un prix à Annecy. Mais par contre, il a eu un prix à Venise, à Berlin, des grands prix. Il a eu tous des grands prix internationaux au Japon, le prix de, pas Okinawa, mais Hiroshima, voilà. Mais en France, pas. Vous voyez? Non, il faut que ça soit connu ailleurs avant qu'il y ait retour. On a l'impression que les textes de mon père, ce sont comme des boomerangs. On les envoie et c'est au retour qu'ils ont un impact. Il n'était pas mort. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Philippe Noiret est arrivé, j'étais au Canada à ce moment-là, donc je l'ai vu, et on lui a soumis ce texte qu'il ne connaissait pas, il ne l'avait jamais lu. Il a demandé de pouvoir se retirer dans une pièce, tranquille, on l'a mis dans une espèce de studio. Il a dû y rester à peu près, un peu plus d'une demi-heure. Le texte du film, c'est 20 minutes, 20 minutes de texte. Bien, il a dû rester entre une demi-heure et 3/4 d'heure, donc je pense 2 lectures. Il est sorti, il a dit « je suis prêt ». On lui a passé le film, il a lu son texte, et à la fin il a dit « bon ben, c'est bien, on le refait », on lui a dit « c'est pas la peine ». Donc, la voix que vous entendez, c'est Philippe Noiret, une seule prise. J'ai réalisé des voyages réels. Ils m'ont beaucoup déçu par rapport au voyage imaginaire que j'ai pu faire avec mon père. Il avait lu quelque chose où il avait feuilleté le National Geographic magazine américain qu'il recevait régulièrement. Il y avait de superbes photographies. Et là, il s'emballait pour certains pays. Et un jour, il est descendu et il nous a dit, c'était pas par le National Geographic magazine cette fois-ci, c'était uniquement, il avait regardé par la fenêtre de son bureau le Manosque moderne qui s'implantait, avec des immeubles minables, il faut le dire. Il y a eu, après la guerre, une propension d'immeubles, mais d'une laideur monstrueuse, qui ne s'harmonisait pas avec ce qui a été construit avant. Et là, mon père, voyant ça, il détestait la laideur. Et quand il voyait ça, il descendait, il nous disait « Oh, les enfants, on ne peut plus rester à Manosque, c'est pas possible, il faut qu'on parte de là. » Donc on partait en voyage avec lui, et il choisissait la destination. Et un jour, il est arrivé en nous disant, à table, tout ça, ça se passait autour de la table de salle à manger qui était là, ou à cette table-là, puisque nous mangions très souvent sur cette terrasse. Il nous a dit, les enfants, on va partir à Antofagasta. Alors, autour de la table du déjeuner, personne ne savait où était Antofagasta. Et on dit, ben, enfin, je lui dis, papa, mais où est-ce que c'est? Oh, c'est au Chili, les enfants, c'est extraordinaire. Il y a des alizés, c'est au bord de mer de l'océan Pacifique, qui est vraiment plus pacifique que ça. Il est bleu, c'est paisible, c'est que du sable blond. Il y a des alizés qui tempèrent le froid l'hiver, qui tempèrent la chaleur de l'été, enfin une température idéale. Il y a des fleurs absolument exotiques que vous ne connaissez même pas. Il y a des arbres partout, une végétation luxuriante. Enfin, il nous a fait la description d'un Éden. On n'avait qu'une envie, c'est d'y aller. Et cette histoire se passait à l'époque où je devais arriver à la période où on a besoin de réalité des choses, vers 16 ans, vous savez, l'adolescence, où on se dit il faut que ce soit réel. Donc je suis allée chercher dans un livre de géographie où était Antofagasta et ce que c'était réellement. Et je suis arrivée
au repas le lendemain, et je dis, papa, tu sais où c'est Antofagasta? Il me dit, mais oui, ma chérie, je te l'ai dit, c'est un port du Chili. Oui, papa, mais c'est un port phosphatier. Il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a que des usines, il n'y a pas d'arbres. Il fait un froid de sibérien l'hiver, il y a une bise terrible qui arrive du sud du Chili, directement du pôle sud. L'été, on crève de chaud avec 50 degrés, mais c'est pas possible. Et là-dessus, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu as raison, Sylvie, mais on n'y va pas, Antofagasta, on va partir pour le Hunza. Et là, le Hunza, on lui dit, mais le Hunza, où ça se trouve? C'est sur les plateaux himalayens. Écoute, c'est formidable, il n'y pousse que des abricotiers. Et là, on est reparti dans le voyage, et finalement, la seule chose réelle, j'ai pas voulu regarder si c'était vrai, mais en fait, quand j'étais beaucoup plus âgée, j'ai regardé ce Hunza, et effectivement, c'est les hauts plateaux himalayens où poussent des abricotiers. Oui, oui, là, mon père ne s'était pas trompé, mais il avait lu ça dans le Geographic Magazine. Donc, ces voyages que j'ai pu faire avec mon père, vous voyez, si j'étais allée à Antofagasta réel, j'aurais été déçue. Alors que là, il nous a fait rêver pendant 48 heures avec son Antofagasta. Il n'avait pas besoin de s'enlever de son fauteuil. Et il nous disait d'ailleurs, quand on a commencé à voyager, ma sœur et moi, il nous disait, mais vous savez les enfants, oui, vous voyagez loin, mais vous voyez ce talus là, derrière la porte. Si vous le regardiez bien, il y a tout un monde là. Il y a un monde d'insectes, il y a un monde de végétaux et tout. Ça, c'est un véritable voyage. Et vous ne le ferez jamais et il est à votre porte. Et tous les gens pouvaient venir, même les non-célèbres. Vous savez, ils ne recevaient pas que des célèbres. Des gens qui avaient acheté un livre dans une librairie à Manosque et qui, le libraire avait dit, est-ce que vous voulez un autographe? Bien sûr, ça les intéressait. On voyait arriver des gens qui connaissaient, même un livre, c'était le premier livre qu'ils allaient lire. Ils ne connaissaient même pas mon père. Et mon père les recevait très gentiment, il leur parlait, il leur racontait déjà ce qu'il était en train d'écrire. Et si ces malheureux, j'allais dire, arrivaient faire signer leur livre vers 11 h du matin, il y a de grandes chances pour que mon père les garde à déjeuner. Mais il faut aussi penser une chose, c'est que mon père, pendant 17 ans, avant d'être auteur, a été employé de banque. Et employé de banque qui allait placer des titres dans les campagnes. Alors, qui vous dit qu'il n'a pas rencontré des paysans qui plantaient des arbres, qui plantaient peut-être des arbres utiles aussi, parce qu'un paysan plantant un arbre qui ne rapporte rien, c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Mais enfin, il a dû rencontrer certaines, ou bien tout simplement qui l'ont inspiré, sans planter des arbres. Mais ça, il en a connu énormément. Dans la montagne de Lure, où il avait placé ses papiers bancaires, qui soi-disant valaient de l'or, alors que ça ne valait rien. Il leur faisait sortir leurs pièces d'or entre les draps cachés dans les placards. Tout ça pour de très belles images, les chemins de fer russes, les EVA de Cochinchine aussi. Il en a placé des EVA de Cochinchine. Ça ne leur a pas rapporté grand-chose aux paysans, je ne pense pas. Même, peut-être a-t-il vu aussi les EVA, vous voyez, qui étaient c'était des images de belles plantations d'EVA, et on vous sur des grands papiers, on vous donnait ça pour quelques beaux louis d'or. Voilà. Peut-être. Mais de personnages vraiment réels, non. Je pense que c'est un mélange de plusieurs personnes qu'il a dû rencontrer. Ce qu'il faisait pour ses héros. Quand on lui disait, mais est-ce que vous les avez entièrement créés à partir de rien? Il dit, chaque fois ça le faisait rire, il disait, partir de rien, c'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut créer à partir de rien. Moi, je crée à partir de quelque chose que j'ai vu, que j'ai lu, que j'ai entendu, bien sûr, mais mêlé. Tout ça, c'est comme un melting pot. Il mettait quand il recevait à la banque tous ces gens qui venaient, qui lui parlaient, qui lui racontaient des petites histoires de famille, tout ça, ça se mêlait dans sa tête, et ensuite il en faisait un personnage.